Bonjour à tous. Pendant que nos participants rentrent dans la salle, je voudrais vous remercier tous les trois, Nathalie, Jonathan et Arnaud, pour votre participation aujourd'hui. Notre webinaire intitulé International Retail The New Way va traiter justement des nouveaux challenges du retail à l'international, avec les bouleversements qu'on connaît, la crise du Covid, le Brexit et d'autres. Les stratégies sont en train d'être complètement revues, les cartes sont rebattues à l'international, les touristes ont déserté les grands centres du retail et notamment du luxe, et la question se pose de est-ce que finalement il faut se recentrer sur le local ou continuer à explorer des opportunités à l'international. C'est ce dont on va traiter aujourd'hui avec nos intervenants, que je vais laisser se présenter au fur et à mesure. Mais pour commencer, je vais commencer avec Nathalie, et qui va se présenter, qui va peut-être aussi nous parler un petit peu de ce livre blanc qu'on a réalisé ensemble avec Cégide. Nathalie, en deux mots, qu'est-ce que tu peux nous dire de qui tu es déjà et le livre blanc qu'on a réalisé ensemble? Très bien, oui, bonjour à tous. Effectivement, on a réalisé en partenariat avec Diamark Connect ce livre blanc qui s'appelle International Retail The New Way, les nouvelles frontières. Donc, on vous fera un plaisir de vous le diffuser, bien évidemment. Donc, qu'est-ce qui a changé autour de l'international et notamment de cette crise sanitaire? Évidemment, on a vu une accélération incroyable autour de la digitalisation. Et comme on peut le dire, on a fait beaucoup de marketing durant des années pour expliquer que c'était important pour les enseignes de se digitaliser et que la Covid, en quelques semaines, a fait accélérer tout ça. L'autre chose, Michel en a parlé, il y a eu effectivement, comme le tourisme s'est arrêté pratiquement du jour au lendemain, il y a un barycentre qui s'est déplacé avec les consommateurs asiatiques et notamment chinois qui ne se sont plus déplacés et qui ont consommé local les marques de luxe ou premium. Et du coup, on a vu nos clients du luxe complètement se concentrer sur l'Asie et la Chine en particulier, avec du business qui s'est localement qui a explosé. Et donc, c'est les deux enseignements qu'on a eus côté international depuis cette crise que nous traversons. Très bien. Donc, ce livre blanc, vous pourrez tous y avoir accès très prochainement. Il est prêt. Vous recevrez à l'issue de ce webinaire un petit questionnaire de satisfaction qu'on vous demandera de remplir, suite à quoi vous recevrez le lien pour télécharger ce livre blanc. Je reviens à nos panélistes avec Jonathan. Jonathan, peut-être pour compléter cette introduction, déjà te présenter, et puis quelques insights issus de China Rebound, qui sont les concepts que vous observez avec Luxury Insights. Merci beaucoup, ravi d'être avec vous ce matin. Très brièvement, je dirige effectivement une société qui s'appelle Luxury Insight, que j'ai créée il y a une dizaine d'années. Notre métier est d'accompagner des marques à l'international, en particulier en Chine, avec une approche qui est très data-driven, puisque en fait, on est une société éditeur de logiciels plutôt de veille de marché. Donc, on monitore les marchés, les pricing, la distribution, etc., en particulier luxe, mode et beauté. Alors, au sein de notre bureau de Shanghai, on a mis en place un programme qui s'appelle China Rebound depuis maintenant à peu près 1 an et qui vise à faire une veille sur quatre axes qui sont les évolutions consommateurs et marchés, les nouvelles marques et nouveaux concepts innovants en termes de communication et de distribution. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit plusieurs choses. D'abord, que la Chine est assez précurseur dans le rebond post-Covid, puisqu'elle a connu cette crise avant nous et donc qu'elle a commencé à en ressortir aussi avant nous. Ensuite, qu'elle est précurseur parce que la digitalisation y est bien plus développée. Vous l'avez mentionné, Nathalie, dans votre livre blanc, avec 45% d'e-commerce l'an dernier sur le total du retail. Cette année, ça va dépasser 50%. Donc, cette digitalisation amène aussi à des enseignements. Et
un des éléments, pour en partager d'autres, mais un des éléments qui me semble intéressant, c'est, je dirais, cette dialectique entre le local, le client local et le client touristique. Je ne pense pas que, en fait, le client local vienne au détriment ou en fait en parallèle, en opposition du client touristique. La réalité pour beaucoup de sociétés très internationalisées, comme c'est le cas de nos clients, c'est qu'en fait, elles ont dû traiter les clients touristiques en local. Mais en fait, c'était déjà leurs clients. C'est simplement que les clients chinois qu'on était habitués à accueillir à Paris ou à Milan, on a dû apprendre différemment à les travailler sur le marché domestique, puisque si on regarde en 2019, les clients touristes, les clients chinois pardon, dans l'industrie du luxe, c'était à peu près 35% du marché mondial, ce qui est colossal, mais le marché chinois n'était que 10%. Donc, en fait, 75% des ventes auprès de ces clients se faisaient d'un point de vue touristique. Et maintenant, on va être localisé. Donc, ces enjeux de localisation vont engendrer un besoin de suivi de CRM, d'activation très différent vis-à-vis des marques, puisqu'elles ne vont pas traiter le client à un one-shot, à un moment donné, un peu épisodique, qui est le cadre d'un voyage, mais un suivi dans le temps avec évidemment un service plus fort. Et tout ce qui s'en est suivi ou en fait en a été décliné en Chine, comme le live selling, le live streaming, tout ce qu'on voit commencer à apparaître, n'est qu'une manière différente de prolonger le contact client entre le vendeur qu'il connaît déjà, puisque le live selling, on oublie de le dire, mais mis à part les call centers, c'est souvent des vendeurs qui ont déjà une connexion avec le client ou des influenceurs que lui-même suit, mais en tout cas, il y a déjà une connexion à la base qui va interagir différemment. Donc, je pense que ce qui est intéressant en Chine, c'est de voir comment ce lien entre l'offline et l'online n'est pas justement en opposition, mais va venir nourrir une relation client qui sera même encore plus forte ou en tout cas renouvelée par rapport à ce qu'on connaissait précédemment. Merci Jonathan. Effectivement, c'est un sujet sur lequel on va revenir, ce fameux live streaming et les nouveaux rôles presque des magasins quand ils sont fermés. Et aussi, on adressera évidemment la question de la transposabilité de tout ça dans nos régions, nous, en Europe. Je passe la parole à Arnaud, qui va peut-être nous présenter rapidement ce qu'il fait en Chine depuis quelques années, même presque 10 ans, et nous raconter un petit peu l'aventure Hokkaidi et Jacadi, ce que vous avez traversé depuis le Covid et comment les lignes ont bougé. Quelles tendances ont été révélées ou accélérées? Oui, alors, bonsoir, parce qu'on a forcément un décalage horaire. Ça fait 7 ans, et pas exactement 10 ans, et quand on sait qu'une année en Chine compte double, c'est assez important de préciser l'écart entre le 7 et le 10. Oui, c'est un projet pour lequel je suis arrivé ici il y a environ 7 ans, basé à Shanghai, bien sûr au cœur d'un certain nombre de transformations. Jonathan en parlait, il y a eu récemment sur les 6 dernières années presque 3 cycles qui ont eu lieu, et je pourrais presque vous en parler de la façon suivante. Un premier cycle assez traditionnel où quand les marques arrivent avec une vraie ambition de conquête d'un marché, elles commencent par exploiter leur propre magasin pour se faire une idée et apprendre un peu du marché. Un deuxième cycle qui est celui traditionnellement d'une expansion, que je vais appeler par des canaux traditionnels tels que le online, parce qu'il est traditionnel en Chine, et la franchise. Et puis le troisième que le Covid a provoqué, mais qui a été entamé en 2019, qui est la question de sens. Pourquoi est-ce qu'on est là? Qu'est-ce que nous voulons y faire? Quelle est l'audience que nous voulons viser? Où elle se trouve? C'est plein de questions sur lesquelles on va essayer de répondre aujourd'hui, et qui fait que les projets il y a 5 ans sont définitivement plus les projets de demain, même d'aujourd'hui. Je vais mettre un petit point aussi de partage. Il n'y a pas de vérité dans tout ce que je vais partager. Il y a juste une expérience de 7 ans au prisme d'un retail basé sur le fashion et sur l'enfant, bien sûr connecté avec plein d'autres intervenants. Je connais certains développements des concepts que Jonathan parlait tout à l'heure sur Miniso. Et voilà, j'essaie de vous faire rentrer dans ce qui est devenu, et c'est un terme commun, la nouvelle normalité. Et vous allez voir qu'en fait, ce n'est pas du tout normal. On va revenir à ce new normal, mais pour commencer, la première question, en fait, c'est évoquer effectivement les nouvelles contraintes, mais aussi les nouveaux leviers de croissance internationale. Comment rebondir à l'international? Alors, Nathalie, ce que vous avez observé chez Cégide, c'est beaucoup de retailers qui finalement ont envie d'investir, et vous avez accompagné ces retailers avec des investissements pour faire face à un certain nombre de challenges bien spécifiques. Quels sont-ils? Oui, alors tout à fait. Alors, Cégide a plus de 30 ans d'existence. Ça doit faire une vingtaine d'années qu'on accompagne les retailers à l'international. Donc, on a commencé par accompagner nos clients français, évidemment, historiquement.
Aujourd'hui, en fait, il y a une complexité qui est accrue dans tous les pays et on parle beaucoup de localisation. Donc, quand on fait un logiciel, un ERP retail omnicanal comme on le fait chez Cegid depuis longtemps, en fait, on investit beaucoup chaque année pour faire en sorte que nos solutions soient, comme on dit, compliant avec les pratiques locales ou la législation locale. Donc, en fait, il y a déjà un problème assez simple, c'est la traduction, mais franchement, c'est 3% du sujet. On a beaucoup de choses autour de la localisation qui concernent notamment les taxes, la protection, évidemment, de toutes les taxes pour les gouvernements, la protection des données, tout ce qui est fiscal et beaucoup de choses autour de ça. Ça nous a aussi obligés, du coup, puisqu'on a fait un petit focus sur la Chine, donc nos solutions sont en cloud depuis longtemps. On a décidé d'investir à nouveau sur le cloud pour pouvoir fournir aux retailers qui sont implantés en Chine un cloud en Chine, basé en Chine, puisque la législation impose que les données soient enregistrées et les transactions, ce n'est pas que la donnée localement. Du coup, donc, ça a été 8 mois de travaux pour aboutir à l'ouverture de ce pod. C'est comme ça qu'on l'appelle, c'est un point of delivery qui est donc basé à Shanghai, qui est ouvert depuis une semaine, donc c'est très frais, et qui permet à nos retailers d'être en conformité complète avec la loi. Après, les difficultés qu'il y a au-delà de toutes ces localisations, c'est qu'il y a des pratiques retail qui sont complètement différentes d'un pays à l'autre, évidemment. Il n'y a rien de légal dans tout ça, mais si vous n'arrivez pas avec la pratique locale, et notamment sur l'Asie, la Chine, avec un écosystème applicatif. Si vous arrivez avec les chèques, les espèces et les cartes bleues, pour faire court, ça va pas le faire, comme disent les jeunes. Donc, effectivement, c'est important d'avoir aussi des équipes locales chinoises. Donc, nous, nos équipes sont basées à Shenzhen et à Shanghai. Et d'avoir surtout un écosystème applicatif autour de nous qui est capable de nous aider à faire en sorte que l'intégration avec toutes les nouvelles pratiques locales chinoises soient complètement intégrées avec nos solutions. Donc, c'est beaucoup d'investissements. En plus, il y a ce qu'on appelle des relocalisations régulièrement, c'est-à-dire que même quand on pense que c'est fini, eh bien, ça peut recommencer. Les gouvernements sont très créatifs. Donc, aujourd'hui, Cegid, c'est 69 localisations, c'est-à-dire notre logiciel et notre solution qui est tamponnée, certifiée, et 25 langues à peu près pour évidemment être capable de permettre aux utilisateurs locaux d'utiliser nos solutions et aux clients d'avoir des e-tickets dans leur langue locale, évidemment. Alors, on a vu localisation, gestion de la fiscalité, les taxes, data client, dématérialisation du paiement. Il y a plein de choses qui sont vraiment spécifiques ou un peu uniques à chaque pays. Tu le disais bien, Nathalie, il n'y a pas une Asie, mais plusieurs Asies, et on reviendra sur ce sujet avec Arnaud et Jonathan. Mais de la même manière qu'il n'y a pas une seule Asie, il n'y a pas une seule Europe. Et quand on veut se développer en Europe, c'est un petit peu le principe inverse quand on est à l'international. Et justement, alors, on va voir un petit peu ce regard croisé sur les ambitions d'un retailer qui s'implante en France, donc en Europe. Et c'est le cas de Miniso, qui est un concept qui vient d'Asie. Donc, Jonathan, quels sont les leviers de croissance qui font la force de Miniso en France spécifiquement, puisque c'est ce pays-là qui nous intéresse en te concernant? Alors, Miniso, c'est un concept retail qui est assez intéressant, parce que c'est une société chinoise, enfin, qui a été co-créée par un fondateur japonais et un fondateur chinois, un designer, on va dire, japonais, et avec un directeur, un CEO chinois. C'est une société qui a été créée en 2014, donc c'était assez jeune, 6 ans d'existence, et qui aujourd'hui a plus de 4500 boutiques en propre, enfin physiques, je veux dire indépendantes, dans le monde. Ce qui est extraordinaire, c'est du jamais vu, dans un peu plus de 88 pays et avec des succès extraordinaires, c'est-à-dire par exemple au Mexique, je peux parler de la Chine, ils ont 2700 boutiques en Chine, à Guangzhou, qui est leur ville d'origine, ils ont déjà 130 boutiques. Nous, en France, si on a 130 Miniso, déjà, on estimera qu'on aura plutôt pas mal fait notre boulot en 2-3 ans. Eux, ils en ont 130 juste à Guangzhou. Et si vous prenez le Mexique, par exemple, qui est un pays un peu lointain de la Chine, à différents égards du reste, en 18 mois, ils avaient ouvert plus de 180 boutiques. Et Carlos Slim, du reste, on est devenu actionnaire sur des valorisations assez extraordinaires. Et d'ailleurs, Miniso est coté d'ailleurs à la bourse de New York depuis octobre dernier. Donc, on a un succès assez fulgurant, purely offline.
parce qu'il y a un tout petit peu d'online, et j'en parlerai après, à un moment où le monde entier se digitalise, et ce qui amène un certain nombre d'interrogations. Alors, qu'est-ce qui fait l'expérience Miniso différente, et en quoi elle est différente d'ailleurs également en Europe par rapport à la Chine? Miniso est venu avec une vision, me semble-t-il, assez intéressante aujourd'hui et inspirante, qui est de dire, quand on crée une société en 2014 dans le retail, mon concurrent, ça n'est pas, pour Miniso, je dis n'importe quoi, Zara, c'est en fait Alibaba. Parce que mon consommateur, lui, a le choix entre une expérience immédiate avec l'agilité que peuvent avoir les e-retailers, l'agilité dans le choix des produits, l'agilité dans la localisation, puisqu'il va être partout en même temps, le stock qu'ils n'ont pas à gérer, puisqu'ils revendent des produits tiers, etc. Et donc, toutes ces contraintes qui sont les contraintes classiques du retail, lui, n'a pas pris les contraintes du retail, il a pris les contraintes de l'online et a essayé de les transposer dans le retail à travers un business model extrêmement innovant, dont on pourra reparler si vous voulez, qui est plutôt basé sur une curation, qui est de dire ce qu'Aminiso apporte en réalité, c'est de choisir les meilleures usines en Chine, puisqu'on sait bien, pour travailler avec la Chine depuis longtemps, avec Arnaud, qu'en fait, il n'y a pas, vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas une Asie, il y a plusieurs Asies, il n'y a pas non plus une Chine, il y a plusieurs Chines, et en réalité, un câble iPhone en Chine, ça ne veut rien dire, parce que vous pouvez avoir 10 millions de câbles iPhone différents, etc. Et donc, en fait, il y a une curation qui va se faire sur les meilleures usines, une curation sur les meilleurs designers, puisqu'il y a 16 bureaux de design dans le monde, dans les pays scandinaves, en Corée, etc. Et amener le meilleur du design, le meilleur aussi des IP, donc des intellectual property, des licences, avec des licences de Marvel, de Disney, etc. Et produire des produits avec un design unique, dessiné en interne, un rapport qualité-prix imbattable, puisqu'ils travaillent en direct avec les usines, et ensuite l'amener dans des boutiques qui sont opérées par des tiers. Et donc, en réalité, ils se sont mis en plateforme avec une valeur ajoutée sur le design et la curation, exactement comme Tmall, du reste, est une plateforme qui va mettre en relation différents interlocuteurs. Et ils se sont affranchis un peu des contraintes historiques du retail, qui est d'opérer les loyers, etc. Alors, ça a amené un succès colossal, parce que Miniso, aujourd'hui, est une boîte ayant été créée récemment qui est complètement basée sur la data. Donc aujourd'hui, on a en temps réel toutes les données des ventes dans le monde entier, donc de 4500 boutiques. Quand on va amener un stylo sur le marché français, c'est un stylo parmi X qui a eu la meilleure traction, le meilleur succès dans tel et tel pays, etc. Donc c'est un retailer qui est très basé sur la donnée, donc qui a beaucoup de points communs avec des e-retailers en fait, et des plateformes qu'on connaît bien, et qui, donc, basé sur la donnée, mais également à l'agilité de créer 500 nouveaux produits par mois. Puisqu'en fait, en réalité, vous avez des comités hebdomadaires et une création de produits très forte. Donc, quand vous allez dans une boutique Miniso, si vous y allez le lundi et que vous y retournez le samedi, vous allez avoir 10 ou 15% de la boutique qui a changé. C'est-à-dire qu'on est sur des séries très courtes, mais avec une analyse de données très, très forte sur la vélocité et donc la production, pas en temps réel, puisque on n'est évidemment pas en Chine, mais avec des délais raccourcis et toujours cette attention sur le design et, point fondamental, l'expérience retail. Pourquoi? Parce que Miniso a compris une chose, c'est que aujourd'hui, ce qui amène les gens en boutique, ça n'est pas comme il y a 20 ans le besoin d'acheter. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de la boutique pour acheter, on peut acheter en ligne. C'est autre chose. C'est une expérience, c'est un plaisir de découvrir, c'est un plaisir de passer un moment, et c'est surtout ce qu'on appelle en anglais le serendipity, c'est-à-dire ce plaisir de tomber par hasard sur un produit qu'on n'attendait pas, qui a un toucher, un rendu, qui procure un plaisir, et qui fait qu'en fait, on en a juste envie. Les Mexicains, d'ailleurs, avaient pris comme slogan quand ils ont amené Miniso au Mexique: je ne savais pas que j'en avais besoin jusqu'à ce que je le trouve chez Miniso. Et en fait, c'est ce côté un peu plaisir-là qui est assez sympathique dans l'approche de Miniso, qui est devenu le leader mondial de la peluche. Donc, il y a pire comme menace, et a amené donc sur 12 catégories de produits, qui sont des produits de la maison, des produits d'accessoires de beauté, etc., une approche très innovante. Ce qui est différent en Europe, évidemment, lorsque nous… Alors moi, j'ai découvert ce concept en Asie il y a quelques années, puisque nous accompagnons, et je rejoindrai Nathalie à ce titre. Nous, on n'a pas 30 ans, on a 10 ans, mais notre métier, effectivement, accompagnant des sociétés à l'international, ça a été, dans un univers très spécifique qui est le luxe, d'abord de travailler avec des sociétés françaises, hein, puisqu'on est une société française d'origine. Et donc, on a accompagné beaucoup de groupes et de marques françaises en Asie, LVMH, Dior, NC, Balenciaga, Hermès, Chanel, etc. Et en accompagnant ces acteurs extraordinaires, on s'est rendu compte qu'ils étaient extraordinaires, pas uniquement parce que c'était des marques extraordinaires en tant qu'acteurs du luxe, mais surtout parce que c'était des champions de l'export. C'est-à-dire que la plupart d'entre eux, en réalité, exportent plus de 90, voire plus de 95% de leur chiffre d'affaires en dehors de France. Et que le reliquat en France est souvent à 50 ou 60% fait auprès de touristes. Ce n'est plus vraiment les habitants de Montpellier et de Toulouse qui tirent le chiffre d'affaires d'Hermès. Je suis toulousain, donc je peux me permettre, hein, vous ne m'en voudrez pas, mais c'est évidemment les consommateurs du monde entier. Et donc, cette capacité à générer du business à l'international,
m'a toujours fasciné parce qu'elle a été une capacité aussi à comprendre les clients à l'international. Parce que quand on vend du luxe, on ne vend pas un produit dont on a besoin, mais un produit qu'on désire. Or, les besoins, qui que nous soyons dans le monde, sont les mêmes. On a besoin d'eau, de se nourrir, etc. Mais les désirs sont profondément socioculturels. Donc, réussir dans tous ces pays, c'était aussi réussir à rentrer dans la culture et donc la projection culturelle et le désir de tous ces consommateurs. Et étant des champions de l'export, à un moment donné, nous nous sommes dit avec les équipes, bah tiens, maintenant, les prochains qui vont être les champions de l'export, ce sont des marques chinoises, puisque il y a 20 ou 30 ans, il n'y a pas de marque japonaise, le Made in Japan était de mauvaise qualité, et puis aujourd'hui, on a des Sony et consorts. Il y a 15 ans, 15-20 ans, les marques coréennes non plus n'étaient pas internationalisées. Aujourd'hui, Samsung fait partie de notre quotidien, etc. Et il est évident pour nous tous que dans 10 ans, beaucoup de marques chinoises feront partie des leaders mondiaux. Or, ça n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas encore le besoin de s'internationaliser. On oublie souvent de dire que la Chine a à la maison un marché tellement important qu'en fait, la question d'ouvrir Paris, mettez-vous à la place de Miniso, ils ont 127 boutiques à Guangzhou et nous, on leur fait un plan très ambitieux de 15 ouvertures cette année. J'ai envie de me dire, OK, bah, je te répondrai quand je pourrai, après que j'ai parlé à mes 15 directeurs de Guangzhou. Donc, ça n'est pas leur priorité pour ouvrir une boutique à Paris entre les gilets jaunes et le Covid. Donc, pour eux, pour la Chine aujourd'hui, la priorité, ça reste le marché local qui lui-même a une immensité et une complexité très forte, dont Arnaud parlera bien mieux que moi. Mais l'international, ça n'est pas que ça, c'est aussi le fait de se challenger à des réalités différentes, s'adapter et essayer ou aspirer à une forme, peut-être pas d'universalité, mais de généralité dans l'approche, qui permet de projeter la marque et de se projeter. En ce qui concerne Miniso, c'est le fait, lorsque nous avons commencé à travailler avec eux depuis maintenant quelques années, de dire la France, Paris du reste, n'est pas juste une ville. Et la France n'est pas juste un pays, c'est la première destination touristique mondiale. Et donc, les boutiques que vous allez avoir en France, la question n'est pas le consommateur parisien ou français, c'est que le monde entier va voir ces boutiques. Et donc, on sera le premier pays, peut-être, de Miniso monde, c'est-à-dire d'une projection internationale qui devra plaire dans des contraintes qui ne sont pas uniquement de vendre des peluches qui sont très belles par ailleurs, et plein d'autres produits, mais aussi une projection de la marque, ce qui n'était pas la priorité de Miniso originellement, puisque c'était vraiment une espèce de méga wholesaler ou retailer. Et donc, à cet égard, on a créé un bureau de design à Paris et on s'est dit comment nous-mêmes on va adapter, puisque mon métier au sein de Luxury Insight était d'adapter la stratégie en local. Là, j'ai dû le faire pour nous-mêmes avec Miniso et dire quelle va être la localisation, quelle va être notre stratégie. On a travaillé évidemment sur l'offre produit. Quels vont être les produits qui vont plaire au marché français, les catégories, les sous-catégories, travailler avec des designers français, etc. Et les premières leçons, puisque nous avons ouvert la première boutique il y a maintenant 2 mois ou 2 mois et demi. Une deuxième a été ouverte, un partenariat a été signé avec la FNAC, donc on a un développement assez rapide qui nous accompagne et beaucoup d'autres bonnes nouvelles qui vont arriver. Mais une des premières leçons, c'est que d'abord, on a été très agréablement surpris par l'accueil que nous a réservé le marché français. On a ouvert le 20 octobre, donc un moment, 20 octobre 2020, c'était peut-être pas le meilleur moment pour ouvrir des boutiques en France. Et on avait des queues entre 80 et 100 mètres dehors tous les jours devant la boutique. Donc, on était évidemment content de voir que les gens venaient et aimaient apprécier la marque et les produits. Donc, ça, c'est une première leçon, c'est qu'en fait, il y a des concepts qui sont transposables si on fait cet effort. Mais ils ne sont pas transposables à l'état. Il faut réfléchir sur les produits, il faut réfléchir sur le retail, sur la stratégie et la manière de déployer, y compris d'un point de vue informatique. On a eu l'intelligence et la chance de travailler avec Cégide. Voilà, j'arrête là sur les compliments gratuits. Mais effectivement, de travailler avec Cégide sur la manière dont on va déployer notre retail, puisque ce n'était pas ce qui était fait et pas la manière dont c'était fait en Chine. Donc, retravailler toute cette logistique qui est colossale, parce que quand on crée 500 nouveaux produits par mois, je vous laisse imaginer ce que ça veut dire en termes de boutique, de réassort, de vente, etc. Et donc, il y a eu tout ce travail qui a dû être refait ici pour venir adapter un concept et l'amener. Je dirais, c'est pas qu'on raconte une autre histoire, on raconte la même histoire, mais dans une autre langue. Et c'est un peu ça la leçon que nous avons appris en Chine. Il ne faut pas raconter des histoires, il ne faut pas toujours changer, switcher, pivoter. Une marque ne sait pas gérer ça et le consommateur encore moins. Par contre, il faut venir adapter et c'est sûr que ce qui est une grande force en Chine, parce que les consommateurs chinois savent gérer une multitude de canaux, une multitude de produits, une multitude d'informations. Il n'y a qu'à voir le compte WeChat d'un de nos partenaires chinois, vous allez comprendre le nombre de messages qu'il reçoit la journée. Vous et moi, il nous faudrait 5 jours de RTT pour gérer une journée de messages. Et cette multitude-là, les Français n'ont pas la même. Et donc, il n'y a pas la même appétence, il y a une curation un peu différente. Donc, il y a beaucoup de choses à adapter, mais c'est ce qui fait toute la beauté d'un projet de développement international. Merci Jonathan, c'est effectivement très intéressant de voir comment vous avez pu
adapter, localiser le concept, qui fait un peu penser à un Zara, en fait. On est dans du fast fashion appliqué aux produits de la maison. Et cette notion d'ailleurs du time to market, elle est très présente en Chine. Arnaud, c'est un des concepts d'ailleurs, c'est un des grands messages d'Alibaba qui consiste à dire on part du client pour créer le produit, donc ce fameux concept du C2B. J'aimerais bien avoir ton commentaire là-dessus, sur ce challenge finalement du time to market, la chaîne de valeur de flux dont on a pu parler, et le pour ou le contre de ce modèle du C2B versus le B2C, vu de chez ID Kids. Oui, alors il y a beaucoup de choses qui ont été abordées par Jonathan et je crois qu'on y revient un peu tout à l'heure. En fait, si on enfonce une première porte ouverte, on se dit que la Chine a une particularité. Elle est un pays producteur et un pays consommateur, mais à grande échelle. Et donc, elle a en son sein tout ce qui est nécessaire à ce qu'un retail s'invente, se réinvente en permanence. Et c'est peut-être de ça dont on va parler un petit peu. Si je schématise, en fait, une distribution en Chine, elle est basée sur 4 grands types de canaux. Tu vas avoir, comme je le disais tout à l'heure, une distribution en propre qui vise dans un temps 1 à ajuster les variables et dans un temps 2 à passer une duplication, mais pas par toi-même, elle va passer par de la franchise. Et là se crée la notion de modèle économique, de répartition de la valeur. Ton troisième canal, là aussi je reviens sur le mot traditionnel, c'est le online, qui fait partie intégrante du parcours de consommation qu'il y a en Chine. Et c'est là où il y a un quatrième qui vient un peu mettre tout ça en branle-bas de combat. Tu parlais du C2M ou du C2B, qui sont quand même deux aspects différents, mais qui ont la même logique. On part du haut, on part du consommateur, qui vient directement chercher le produit dont il a besoin, et s'il n'est pas disponible, il va le fabriquer. Donc, je comprends la logique Miniso, elle est très smart, et on est déjà dans l'ère où, en fait, c'est lui qui va nous dire ce qu'il faut mettre dans les magasins et les 500 qu'il va falloir renouveler régulièrement. Alors, pourquoi est-ce que je dis qu'elle est assez disruptive? Parce que les 3 premiers, je parle du fashion, les 3 premiers canaux dont j'ai parlé sont plutôt sur des temps de création, de production relativement standards. En ça, il n'y a aucun miracle qui se passe en Chine. Bien sûr, il y a une valeur ajoutée qui est qu'il n'y a pas tout le temps de transport et toute la problématique des coûts, notamment avec les douanes. Mais il y a 2 notions qui viennent et qui ont été abordées tout à l'heure. La notion de prédiction. Alors, on est déjà, nous, en Europe, de mémoire, en train d'essayer de faire de la prédiction de stock, c'est-à-dire la prédiction de la vente pour ne plus être dans un réassort sur vente. C'est quand même un autre sujet. La notion de prédiction, elle se passe comment? Tu le parlais tout à l'heure, c'est du C2B. C'est la notion d'analyse d'une grande base de données, passée au prisme d'une intelligence artificielle. Je le fais relativement court, mais on n'est pas très éloigné de tous ces schémas-là. Et je vais prendre un exemple, par exemple, Baozun, qui est l'un des plus gros Tipeee, donc Tmall Provider de Chine, si ce n'est le plus grand, approche Levi's, le fabricant de jeans, pour lui dire, si tu fabriques ce produit-là dans cette taille-là, à ce prix-là, avec cette teinte-là, eh bien, je t'en prends 100 000 et on va en écouler 85%. Bon, ils ont fait 87%. C'est quand même assez intéressant. Après, je vais revenir sur les forces et faiblesses du système. Donc, la notion de prédiction. Et puis, il y a la notion, quand tu parles de time to market, la notion de test and learn, mais de quick test and learn. La capacité à moins se poser les questions de la perfection pour exécuter. Je sais que c'était l'objet d'un de nos échanges. Le faire vite et pas bien, et ce n'est pas grave, parce que dès le lendemain, on va faire autrement. Et on aura appris de la veille. Et c'est là où, en fait, le système est extrêmement vertueux, c'est-à-dire qu'il va être capable, une espèce de dichotomie permanente, d'aller vers la solution. Peut-être plus rapidement, ou au moins aussi rapidement que si on l'avait pensé, réfléchi en amont. Et ça, cet outil-là du Quick Test and Learn, la Chine est certainement l'un des rares pays à pouvoir l'implanter, comme je le disais tout à l'heure, production, distribution, sur un même lieu. Il y a bien 34 provinces, il y a bien 34 marchés en Chine. Et au niveau de la production, ils sont tous connectés. Et donc, ça donne cet écosystème assez unique. Alors, si on parle du principe de marque, je différencie toujours la notion de distributeur et la notion de marque. Et pour moi, les deux sont différents. C'est deux modèles économiques et deux stratégies différentes. Mais au prisme de la marque, le C2B ou le C2M, alors surtout le C2B, a un gros avantage. C'est qu'il va te permettre de produire un produit ou un service attendu sur le marché et de pouvoir développer ta notoriété parce que tu vas y répondre immédiatement à grande échelle. Donc, ça a à la fois un vecteur de vente additionnel
mais aussi de développement de notoriété spontanée. Sur notre marché, je te donne un exemple, la doudoune à plumes est une chose que nous refusons de faire pour des raisons RSM, donc pour des raisons de CSR, de compliance que nous ne voulons pas aller. C'est notre responsabilité que nous ne voulons pas remettre en jeu. La doudoune à plumes fait 25% du chiffre d'affaires de toute la catégorie textile enfant durant la période hiver. Comment répondre à ce produit-là demain, sans se renier, mais comment répondre à ce produit-là demain pour générer à la fois performance et image? Le contre, tu l'auras compris, c'est la notion d'appauvrissement de l'offre. Ce C2B dont tu parles ne peut pas être une stratégie. C'est l'un des canaux d'écoulement au service d'un projet supérieur. Le prendre intégralement pour ce qu'il est et le risque de voir demain sur un marché tous les produits et des MeToo, et donc perdre l'intérêt d'une marque. Et Jonathan le disait tout à l'heure, les marques de luxe en Chine sont en train de se développer à toute vitesse. Elles vont arriver sur le marché chinois relativement rapidement à saturation. Et donc, elles, pour le coup, vont aller sur l'export. Et elles vont y arriver relativement rapidement. J'étais avec un ami récemment à New York qui me demandait telle ou telle marque chinoise va s'implanter sur la 5e avenue. Ça pose quand même le sujet de la capacité à se projeter rapidement, sachant qu'ils ont testé le modèle en local et ce time to market dont tu parles, combiné à un lead time qui sera optimisé, ils vont avoir des ressources fortes pour réussir. Effectivement, on attend de voir à quoi vont ressembler ces marques de luxe et comment elles vont traduire d'ailleurs leur ADN dans nos régions, parce que ce n'est pas évident non plus dans ce sens-là. Alors, on vous avait réservé avec Nathalie et Ségide une petite vidéo que je vais partager avec vous, on va rester à Shanghai, une vidéo de 5 minutes sur les tendances observées en Chine ces dernières années. Alors, c'est très général, très générique, les experts sans doute auront des choses à dire là-dessus. Et on va donc regarder un petit peu ce qui se passe en matière de retail expérientiel, d'omnicanal, de praticité, tout ce qui est membership, social, etc. Mais je vous laisse découvrir cette vidéo que je vais partager tout de suite avec vous. Voilà, le temps de lancer le fichier que voici. Shanghai 2021. La progression accélérée de l'omnicanal a transformé les magasins en plateformes de communication. Le Lego Store est un bon exemple. Le Mosaic Maker est une sorte de photomaton qui crée un produit unique et personnalisé. Votre portrait en Lego. Le magasin est à la fois destination et média. Animation ludique et digitale favorise l'amplification sociale. Le Starbucks Reserve Roastery ne se contente plus de vendre du café et devient un lieu de détente qui propose une expérience immersive dans l'univers de la marque. Chez Nike, le principe est identique, à la fois magasin et showroom, où l'application mobile du client fait partie du dispositif omnicanal. Le concept a vocation à émerveiller les visiteurs, créer des expériences uniques, tout en proposant des conseils personnalisés, et sans oublier la vente de chaussures. Le Himalaya Home est l'initiative d'Himalaya FM, plateforme de podcast qui compte 130 millions d'utilisateurs. Des formations pour les enfants sont proposées les week-ends et pendant les vacances. Pendant que les enfants apprennent en s'amusant, les parents peuvent visiter le magasin ou se détendre autour d'un café. Face à l'augmentation des loyers, les formats changent de taille. Hema Mini est un petit Hema Fresh. L'enseigne du groupe Alibaba est très appréciée pour son service de livraison gratuite en 30 minutes dans un rayon de 3 km. Une tendance dans le retail chinois est l'intégration de zones de restauration au cœur de la surface de vente. Boon Foodie Company, supermarché haut de gamme du groupe Fosun, connaît une belle croissance depuis son ouverture grâce aux restaurants de produits frais qui attirent une clientèle de professionnels actifs. La data est au rendez-vous avec l'accès au programme de fidélité via un simple QR code. Depuis le 1er janvier, Shanghai interdit les sacs en plastique dans les supermarchés. Mesure écologique bienvenue pour commencer l'année. Une tendance qui émerge en Chine est le membership retail. Hema Fresh s'est lancé dans la course en septembre 2020. À Pudong, ce magasin entrepôt couvre une superficie totale de 18 000 m².
L'abonnement coûte 258 RMB, soit 33 € par an. Les rayonnages de produits sur palette favorisent l'achat en quantité. Les membres bénéficient d'avantages exclusifs tels que journée de réduction, parking ou encore un légume offert tous les jours. L'abonnement est valable 1 an et si en fin d'année vous n'avez pas économisé au moins 33 €, on vous rembourse la différence. Le membership retail est également très présent dans la mode et le luxe. Depuis le début de l'épidémie, le live streaming a explosé en Chine. Pour les petites marques locales, les vendeurs sont reconvertis en animateurs connectés. Il leur suffit d'une lampe et de 2 téléphones. Du jour au lendemain, des marques locales et internationales telles que L'Oréal ou Lululemon se sont mises à faire de la promotion en direct, avec souvent une équipe dédiée au live streaming. Beaucoup travaillent avec les Wanghong, ces superstars internet tels que Via, qui compte plus de 40 millions d'abonnés sur Taobao. Depuis quelques années, ce qui frappe les touristes lors d'une visite en Chine est la généralisation du paiement par reconnaissance faciale. L'épidémie de Covid-19 n'a fait qu'accélérer cette tendance qui a bénéficié d'améliorations techniques et d'un élargissement de périmètre. Sur le plan technologique, l'algorithme a été perfectionné pour reconnaître de façon infaillible les visages, même masqués. En termes de périmètre, la reconnaissance faciale est beaucoup plus largement utilisée, non seulement pour le paiement, mais aussi pour l'identification personnelle, comme dans les stations de métro, les gares, les aéroports et les bureaux. Le retail sans contact n'est pas nouveau lui non plus. Tout le parcours d'achat se fait à l'aide de QR code. De la prise de commande à la livraison ou click and collect, tout se fait à l'aide de votre smartphone. La Covid a imposé ce new normal, en particulier pour les enseignes de luxe ou les grandes marques internationales. Qu'ils soient sur WeChat ou Alipay, ces services proposés partout permettent également de gérer coupons de réduction, login, ainsi que les abonnements aux programmes de fidélité. Bienvenue dans le New Normal. Voilà, donc c'était 5 minutes de voyage un petit peu, puisqu'on peut plus le faire en présentiel, on ne peut plus aller en Chine. Ben on a demandé à notre correspondant à Shanghai de nous faire cette petite vidéo. Il n'y a pas énormément de grandes nouveautés dans ce que vous avez vu, et je pense que Arnaud et Jonathan pourront commenter. Mais en fait, on va quand même venir au sujet de l'innovation. Parce qu'une question qui reste posée, c'est est-ce que la Chine est toujours à la pointe de l'innovation ? On a bien vu l'essor des marketplaces, le fameux social selling, le live streaming qu'on a observé dans cette vidéo, toutes ces tendances qui s'accélèrent et qui s'exportent. Mais comment est-ce que la technologie change la donne finalement, ce fameux commerce unifié, cloud, live streaming, etc. Arnaud, quelle est la réalité finalement pour les enseignes internationales en Chine comme la tienne ? Le tout digital, la data au cœur du dispositif, tous ces bonnes paroles, est-ce que c'est des tentations dangereuses pour les enseignes françaises ou est-ce que finalement c'est une réalité à laquelle il faut se plier ? Et donc, c'est moi qui ai la chance de commencer cet atelier, c'est ça ? Absolument. Écoute, en toute simplicité, il y a tout dans la vidéo. En fait, elle présente, quand on la regarde en surface, on peut parler de gadgetisation, je sais que Jonathan va en parler tout à l'heure, de gadgetisation, que ce soit à travers les réalités augmentées, que ce soit à travers les parcours dits de fidélisation. Aujourd'hui, il y a 2 aspects. Le premier que ça doit faire comprendre, c'est que le ticket d'entrée de la Chine a explosé. Et toute marque qui va vouloir rentrer en Chine ne peut pas y aller en se disant « je vais mettre un pied dans l'eau, puis je vais voir ce qui va se passer derrière ». Le pied va lui coûter extrêmement cher. Si je reviens à ta question, il y en a plusieurs questions à l'intérieur. Je vais déjà parler du tout digital. Alors, je pense que c'est une fausse question, on l'aura vu, Jonathan en parlait tout à l'heure, mais c'est bien de la reposer parce qu'en fait, le fait que les 2 aspects du commerce s'auto-nourrissent, s'auto-alimentent est essentiel. Je reviendrai sur la notion d'écosystème tout à l'heure. Mais aujourd'hui, quand tu prends ce qui s'est passé depuis 2019, et en France, on a été
On a suivi ça avec Carrefour et Auchan. Quand tu as Tencent et Alibaba qui font l'acquisition en grande quantité de points de vente physiques, on comprend que le tout digital n'a pas lieu d'être. Et en parallèle, quand tu prends les grands players, et je parle encore une fois du textile, Shandong ou les autres, qui ont fermé jusqu'à 60% de leur réseau magasin, et ils avaient des marques qui avaient jusqu'à 15 000 points de vente. Quand ils ont fait cette transformation-là, ce sont des transformations qui sont à la fois radicales, on peut parler de la casse humaine peut-être éventuellement à côté, mais qui montre bien que cette convergence aujourd'hui vers ce que tu nommes à juste titre un retail unifié, une expérience sans couture, est aujourd'hui la normalité. Et c'est bien ça ce vers quoi, je pense, toutes les marques, mais là, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou en Asie, sont en train de converger. Donc, on a bien cet équilibrage qui est en train de s'opérer. Et là, ça pose la question en fait, de l'écosystème. Et on va y revenir, et je voudrais prendre un petit peu de temps là-dessus, parce que l'écosystème est une notion quand même qui est utilisée à toutes les sauces et qui pourrait être parfois un peu, on en perd le sens. Alors, je vais me permettre ce partage, encore une fois, c'est un avis qui n'engage que moi, ce n'est pas une vérité. Et à quoi sert l'écosystème? L'écosystème, c'est la marque qui, dans un environnement complexe, va se servir de tout ce qu'elle a à sa disposition pour toucher son audience sans savoir dans un temps où elle se trouve. Et donc, elle va faire appel à ces ressources disponibles, alors bien sûr qui ont un coût, et avec ces ressources disponibles, elle va adresser deux grands messages. Elle va adresser le message de qui je suis, qui je revendique être, et elle va adresser un autre message, et voilà comment je vais le prouver. Et on a l'écosystème. Le sens de l'écosystème est de pouvoir envoyer ces deux messages. Je rappelle brièvement, Jonathan pourra confirmer, je crois qu'en Europe, un client avant son acte d'achat, c'est à peu près 6 à 8 points de contact. En Chine, on est plutôt autour de la vingtaine. Ça pose deux questions. La première, ça pose la question de la cohérence de ces points de contact. La deuxième, ça pose la question du nombre. Il va falloir pouvoir le rassurer. Donc ça, j'ai envie de te dire, voilà un peu le sens de ce qu'on est en train de faire, enfin de ce qu'on est en train de faire, de ce que nous essayons de faire, nous, avec nos marques, et globalement de ce que je vois se passer à peu près partout sur le marché, y compris avec les marques chinoises. Donc les deux enjeux aujourd'hui, c'est la première data, la première richesse d'une marque, c'est sa database. La question, c'est comment tu la collectes, attendu que des Alibaba et des Tencent vont te la vendre, et te la vendre à prix cher, parce qu'effectivement, ça a un prix. D'ailleurs, c'est quand même assez intéressant de considérer qu'Alibaba, 70% de son revenu ne provient pas du e-commerce, il vient de la vente de ses services marketing, de ses services data. Comme Amazon. Absolument. En fait, c'est en ça où finalement, bien sûr que ce sont des gros maçons chinois, mais leur modèle économique n'est pas très éloigné de ce qu'on peut vivre relativement aux États-Unis. Donc, la notion de maximiser ces opportunités, ces points de contact, c'est de faire en sorte, et je vais prendre l'image d'une toile d'araignée. Dans cette toile d'araignée, il y a plein d'entrecroisements de filaments et un grand nombre ne n'appartiennent pas à la marque, elle n'est pas en capacité de les maîtriser. Et puis, il y en a quelques-uns qui vont lui appartenir. Dans la limite de ses moyens, elle va pouvoir en développer plus ou moins. L'intérêt, c'est qu'à un moment donné, dans son parcours client, le client touche l'un de tes points de contact. Et là, il va se passer quelque chose de formidable, c'est que tu vas pouvoir interagir avec lui en direct. Et donc, cette richesse de la création de la database à travers un certain nombre d'outils est majeure dans la conquête d'un territoire sur la Chine, mais pas uniquement. Et la deuxième, ça pose la question, je te disais, de la cohérence. D'accord ? Quand tu vas développer des points de contact, et ça redéfinit, et Jonathan va en parler tout à l'heure, qu'est-ce qu'un point de contact? Pourquoi est-ce qu'on ouvre un magasin? Je vais y revenir tout à l'heure, mais à quoi ça sert un magasin? Ta vidéo l'a dit, je recite la phrase de la vidéo, sans oublier la vente. Eh oui. À la fin. Et ça paraît terrible de dire ça, et c'est pourtant à la fin. Et donc, la définition, et je viendrai tout à l'heure, d'un point de vente, de sa mission, de son rôle dans l'écosystème, c'est cette révision que toute marque, je dirais, étrangère en Chine doit repenser, parce que sinon, effectivement, elle va faire face à des concurrents qui sont, eux, déjà complètement intégrés. Effectivement, donc on a cette question d'un moment du trop de technologie qui fait oublier le métier d'origine, qui est le commerce. Alors Jonathan, on revient à ce sujet du O2O, de la réalité virtuelle, réalité augmentée aussi, tout ce qui est gamification. Est-ce que ça, c'est des gadgets ou est-ce que c'est une réalité économique? Et aussi, est-ce que c'est transposable en France? Parce que tu connais les deux côtés de l'océan.
Alors, tu me permettras, Michel, alors parce que je passe beaucoup de temps en Chine, mais je reste français, donc par plaisir d'être français, je vais me permettre de ne pas répondre à ta question, mais de rebondir sur ce qu'a dit Arnaud, que je trouve absolument passionnant. Mais bien évidemment, pour ensuite répondre d'autant mieux à ta question. Non, je trouve que Arnaud a touché des points hyper importants, et on parlera après des éléments d'activation qui peuvent être l'AR, le VR, etc. Mais là, il y a des points hyper importants qui ont été mentionnés et qui touchent à ce qui fait que la Chine est ou pas à la pointe, mais en tout cas, nous donne une vision particulière ou un prisme particulier sur la manière dont le monde, je pense, est en train d'évoluer. La question qu'a soulevée Arnaud à juste titre, c'était ces écosystèmes t'amènent à te poser des questions qui sont-ils? Qui sont tes clients? Et au final, qui suis-je? C'est-à-dire qui je suis moi en tant que marque dans cet écosystème global que je ne contrôle plus complètement. Parce que c'est ça la question finale. Le parcours qu'a soulevé Arnaud tout à l'heure, de dire je commence par faire dans mes propres boutiques, je suis à la maison, je gère tout, puis je vais en franchisé et je continue sur Internet. Et puis à un moment donné, bon, je scale. Nous, on le voit avec un axe un tout petit peu différent à travers nos métiers, puisque c'est vrai notre métier, c'est d'accompagner des marques plutôt haut de gamme, donc dans le luxe, dans la mode, on a une habitude qui est le contrôle. Je contrôle 100% de ma communication, je contrôle 100% de ma distribution. Vuitton ne vend que chez Vuitton, Hermès ne vend quasiment que chez Hermès, mis à part Parfum Beauté, etc. Et donc, quand je contrôle toute la communication, toute la distribution, évidemment, j'ai une vision du monde qui est très particulière parce que je suis dans une volonté de surcohérence. Tu as parlé tout à l'heure de cohérence et c'est évidemment le point clé. Mais quand je suis le seul à parler de moi-même, la cohérence, c'est facile de la préserver puisque je suis le seul à décider ce que je dis, je suis le seul à vendre mes produits. Et ça a marché très, très bien. Je veux dire, si on prend le monde il y a 20 ans, le fait de dire je fais mes défilés et je fais de la publicité que dans Vogue et XY, par ailleurs, donc qui parle de mes défilés. Donc en fait, je contrôle 100% de ma communication, 100% de ma distribution. C'est parfait, j'ai une cohérence absolue. Ce qu'a changé le digital depuis 20 ans, et je vais revenir tout de suite à aujourd'hui, mais c'est important de comprendre ces vagues parce qu'en fait, la Covid a accéléré un certain nombre de choses, mais elle ne les a pas créées from scratch. Et en Chine, on avait déjà une accélération. Donc évidemment, quand vous allez déjà vite, vous accélérez plus vite. Ça, c'est mécanique, je n'ai rien inventé là-dessus. La réalité, c'est que le luxe a affronté, et c'est vrai pour d'autres secteurs à différents niveaux, un certain nombre de vagues. La première, c'est la digitalisation et donc l'impact d'Internet dans sa distribution. Et la première réponse a été de dire on n'est pas intéressé. L'e-commerce, on n'est pas intéressé. Nous, on a des boutiques magnifiques. Elles nous ont coûté assez cher comme ça. On a de très beaux architectes, des lieux de vie exceptionnels. Et donc, Internet ne pourra pas faire ce travail de valorisation de la marque. Donc, certains l'ont fait pour les marques ou à la place des marques, les Yux, les net-à-porter, etc. Et les marques n'étaient pas intéressées par ce travail. Et elles ont fini par rattraper le retard un peu plus tard et ça leur a coûté très cher. Ensuite, ça a été la communication. On a dit les réseaux sociaux, c'est super, vous allez pouvoir parler avec les clients. Les marques ont dit non, ça ne m'intéresse pas. Moi, je parle, j'envoie un message, les clients peuvent dire ce qu'ils veulent, ça ne m'intéresse pas. Et donc, vous pensez bien que Coco Chanel ne va pas tweeter. Et évidemment, les marques n'ont pas voulu utiliser, et on peut le comprendre du reste, cette cohérence est tellement importante dans l'ADN qu'il fallait la garder. Et certains l'ont fait à leur place, des influenceurs. L'influenceur a dit, moi, vous ne voulez pas parler de Chanel, moi, je vais parler de Chanel. Et donc, ils se sont mis à parler pour la marque, et la marque, à nouveau, a dû rattraper avec des wagons de retard, et très cher, puisqu'il a fallu à nouveau payer pour s'onboarder. Aujourd'hui, on est à une étape bien plus forte, qui est celle de l'ADN même de la marque. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez accepté qu'en fait, vous ne pouvez pas être dans le contrôle, mais que vous devez être dans une espèce de co-création ou de management intelligent de choses qui vous échappent, parce que la question n'est pas uniquement, si je puis me permettre, est-ce que c'est la marque qui vient avec une vision de l'offre, de dire voilà mon produit et il est beau, et on tire le rideau, tadam, et je le vends, ou est-ce que c'est Baozun, qui est d'ailleurs un client, donc je ne dirais pas grand-chose sur eux, mais qui va vous dire il faut faire le jean dans telle taille et tel truc, et à la fin, vous allez tuer un peu la créativité, parce que s'il faut juste que la data dise ce qu'on attend, ça se vendra bien, mais ça ne fera pas rêver les gens. Parce que si vous demandez aux gens dans la rue, tiens, quelle est votre couleur préférée, le orange, vous voulez un sac de quelle taille avec des grandes anses, voilà le Birkin, manque de peau, ça ne fera pas le Birkin. Parce qu'à un moment donné, la capacité à faire rêver, c'est aussi la capacité à surprendre, et vous ne surprendrez pas des gens avec de la donnée qu'ils vous ont eux-mêmes donnée. Donc ça, c'est quand même un paramètre qu'il faut garder à l'esprit et qui fait la beauté et la différence de beaucoup de nos marques. Ceci dit, il ne faut pas être d'un côté absolu ou de l'autre côté absolu. Je pense que dans ce jeu de cohérence et d'adaptation, dans ce jeu d'offres et de demandes, la question, c'est de savoir leverager cet écosystème dont vous avez très bien parlé et qu'Arnaud a mentionné pour en faire un asset qui permet d'être encore plus créatif. C'est-à-dire que ce n'est pas une idée de dire j'arrête
complètement de créer et je laisse, mais en fait, j'apprends à travailler justement avec mes équipes et mes écosystèmes, comme vous le faites très bien avec votre marque, comme vous le faites très bien chez Cégide avec des équipes en local, comme nous on le fait aussi, hein, on a des équipes, des écosystèmes, et travailler main dans la main avec des partenaires pour réussir à apporter une expérience client. Cette expérience client, pourquoi la Chine est innovante? Parce que je pense que sans se rendre compte, on a déjà franchi 2 micro-révolutions. La première, ça a été de se dire, tiens, le digital en fait et la facilité de voyage a unifié le monde parce que maintenant on voit tout en temps réel. Vous nous avez montré une vidéo de ce qui se passe hier matin à Shanghai en temps réel alors qu'on ne peut pas voyager. C'est extraordinaire. Le digital aussi a permis d'affranchir une limite entre l'online et l'offline, c'est-à-dire je vends en ligne, je vends offline, je communique online, je communique offline. Et c'était des métiers différents à l'origine. Vous avez des agences médias online, puis offline, tout ça s'est mélangé derrière cette grande idée d'omnicanal. Mais en réalité, ce que nous apprend la Chine, c'est la vague d'après. Et celle-là, elle va changer encore plus des organisations qui sont déjà challengées dans leur management. C'est qu'en fait, ce que la Chine est en train de nous montrer, c'est qu'il n'y a pas de limite non plus entre la communication et la distribution. Alors déjà, fusionner l'online et l'offline, c'est compliqué dans un organigramme, mais alors fusionner la com et la distribution, je peux vous dire, ça va donner du boulot pour McKinsey et BCG pour encore 10 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on nous avait appris, c'est qu'une boutique, c'était à la fin de la chaîne. C'était le point de vente final, vous communiquiez, vous faisiez des défilés, vous faisiez plein de choses, et les gens allaient dans la boutique, passaient un bon moment, on leur offrait un café, ils achetaient le produit. Et si demain, la boutique, c'était le début de la chaîne, la boutique, c'était le lieu de découverte, d'expérience, de vie, et que peut-être que la vente se fera en ligne. C'est le cas de Lego, c'est l'exemple qu'on a cité qui est emblématique, c'est un magasin média en fait. Exactement. Et donc, effectivement, quand votre partenaire sur place dit, et d'ailleurs accessoirement pour vendre, c'est parce qu'il dit à demi-mot ou à 3/4 de mot, ce qu'on dit que la boutique aujourd'hui n'est plus là que pour vendre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la communication et la distribution sont très liées. Et je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est WeChat. WeChat est une plateforme de communication. C'est une plateforme qui permettait à un consommateur de parler à un autre consommateur par des messages audio ou écrits. Évidemment, la plateforme a une telle viralité et une telle agilité qu'elle est devenue aussi un outil pour les marques pour communiquer avec ses clients. WeChat, c'était pour communiquer, je fais de la communication, vous vous abonnez, etc. Et naturellement, quand vous faites de la communication, finissez par faire de la distribution, ce qui est le WeChat Store. Aujourd'hui, on vend énormément par WeChat. Pareil avec Instagram. Instagram est une plateforme de communication à l'origine qui devient un Insta Shop. Et si vous prenez certaines plateformes comme Farfetch est tout autant, à mon avis, et c'est toute la beauté d'ailleurs et la force de Farfetch, une plateforme de vente que de communication. Donc aujourd'hui, si vous voulez, la question de splitter la communication et la distribution n'existe plus. Pour une raison très simple, c'est qu'à l'époque, il y a 20 ans, vous aviez des flux différents. Vous aviez des gens qui lisaient Vogue et vous aviez des gens qui marchaient avenue Montaigne. C'était les mêmes, mais ce n'était pas au même moment de la journée. Quand vous êtes sur Internet, vous cliquez sur Vogue et vous cliquez et vous êtes dans la boutique. Et donc, ce trafic, c'est le même au même moment, ce qui fait qu'il n'y a plus de limite entre les deux. Et toute la question que nous envoie la Chine, c'est comment fait-on maintenant pour communiquer et vendre de manière très imbriquée? Et ça ne se fait qu'à travers une expérience. Et cette expérience, effectivement, elle est magnifiée par les boutiques et elle est accélérée ou cristallisée par les technologies que vous avez mentionnées, de réalité virtuelle, de réalité augmentée, de gamification, etc., mais qui ne peut se comprendre qu'à travers une volonté de créer du lien et de l'interaction avec le client. Parce qu'un jeu vidéo en soi, c'est… il y a un sociologue qui a pris cet exemple que je trouvais très intéressant. Il dit pourquoi les jeux vidéo sont la meilleure école? Parce qu'en fait, imaginez le temps qu'ont passé l'humanité sur les jeux vidéo s'ils l'avaient passé à faire autre chose. Ça aurait valu des milliards, cette histoire. Et pourquoi ils ont passé autant de temps? Parce qu'ils y prennent du plaisir. Et en fait, les jeux vidéo, c'est du plaisir. Les gens jouent, s'amusent. Et s'ils s'amusent avec votre marque, autour de votre marque, alors ils vont vouloir multiplier les interactions, les moments de jeu, et vous allez rentrer dans leur quotidien. Si leur quotidien, c'est des jeux vidéo, si leur quotidien, c'est certains réseaux sociaux, vous allez rentrer dans leur quotidien, faire partie intégrante de leur vie, de leur projection de vie. Et donc, je pense que on ne peut comprendre ces éléments techniques, technologiques, qu'à travers le fait qu'ils viennent bridger un rapport avec l'humain et s'intégrer encore plus dans sa vie qui elle-même est de plus en plus technologique, tout simplement. Après, chaque marque a son ADN et sa manière de communiquer. Mais je pense que
Et je terminerai là-dessus, pour ne pas me faire virer de cette table ronde que je parle toujours trop. Je pense… de toute façon. J'ai dépassé, ça y est, Oui, mais c'est très intéressant. je ne serai plus invité. Je serai plus invité. Ouais, tant qu'à pu être invité, au moins que ce soit sympa. Moi, je passe un bon moment, hein, je vous remercie. Non, et je ne serai plus invité, c'est pas très grave. Mais, enfin, je veux dire, j'accepterai mon sort. Mais aujourd'hui, la question qu'amène la Chine, et qui est très, très importante du reste, c'est de dire, ayant compris qu'aujourd'hui, en Chine, on ne peut pas communiquer avec le client comme on le fait ici. On ne peut plus le faire. Donc, on va devoir apprendre à travailler avec du trafic qui n'est pas votre trafic. Vous parliez d'Alibaba tout à l'heure, Arnaud. Quand je suis sur Tmall, ça n'est pas mon trafic. Ça n'est même pas mon client. Je vais livrer des millions de produits, mais ça n'est pas mes clients. Et donc, quand je vais débrancher, je ne connaîtrai pas leur nom. Je ne sais pas où ils habitent. Je ne pourrais même pas communiquer avec eux d'ailleurs si je le souhaite, parce que je ne peux pas leur envoyer un petit mot pour le nouvel an, sauf si je le passe par Baozun, qui va le passer par Alibaba, qui va le facturer. Donc, en fait, j'ai accès à plein de ventes, mais c'est comme un multimarque modernisé. Je n'ai pas accès à mon client final. Et quand aujourd'hui, le vrai enjeu, c'est de créer cette interaction, la question, c'est comment je fais pour avoir un contact avec mon client final. Mon client final, j'ai besoin de parler avec lui. D'où la question du private traffic. Le private traffic, ça n'est pas le site internet en Chine parce qu'il est très peu utilisé. C'est WeChat et WeChat Store. Et quand vous faites du private traffic sur votre WeChat, là, vous avez du contact. Donc, on doit apprendre à se nourrir de ce public et de ce private. Et ça, c'est un vrai enjeu en Chine et qui va arriver ici très rapidement. Très intéressant. Alors, je crois qu'Arnaud avait très envie de réagir par rapport à ce que vient de dire Jonathan. Donc, on va sans doute dépasser l'heure de aussi, d'ailleurs. Et on va poursuivre l'échange. On a une dernière question tout à l'heure sur l'humain, mais on va quand même continuer avec Arnaud qui veut réagir et Nathalie, si tu veux, également après Arnaud. Oui, merci. Écoute, Jonathan, je pense qu'effectivement, on voit à peu près la même chose et on a une compréhension assez similaire de ce qui est en train de se passer. Dans ce principe d'interaction, pour vraiment aller dans ton sens, on a 3 grands blocs en fait, qui ont émergé. On disait que la Covid a accéléré un phénomène déjà existant et on est en Q3 2019 quand on voit apparaître les premiers prémices de ces transformations. Je le redis bien, hein, c'est des transformations techniques, pas des transformations technologiques. Elles sont sous-tendues derrière dans leur optimisation, et je vais laisser Nathalie vraiment aller là-dessus parce que là, c'est une partie que je maîtrise moins. Mais ces 3 grands groupes qui sont arrivés, je les cite, et là, on voit le lien que Jonathan disait, la communication et la vente. Et en fait, tout ça est en train de se mélanger. Et c'est là où on commence à perdre un peu les pédales. Et où il va falloir à la fois être vigilant et savoir où est-ce qu'il va falloir lâcher prise. On a un équilibre qu'il va falloir créer autour de ça. Le premier bloc, on en a parlé tout à l'heure, c'est le C2M, c'est le C2B. Donc là, on est clairement sur des outils qui ont vocation à faire de la vente, un peu à développer la notoriété en répondant aux bons produits au bon moment, alors qu'il n'était pas du tout dans un plan collectionné. Le deuxième bloc, j'ai envie de les regrouper sur les notions de… alors on parlait de private traffic, mais live streaming, social selling, community buying, tous ces grands groupes-là, aujourd'hui, sont justement au milieu, entre les 2 grands groupes, que sont la vocation à développer la notoriété, la vocation à faire de la vente. On parlait du live streaming tout à l'heure. Les marques aujourd'hui, en tout cas les marques chinoises, c'est fait. Après, chacun utilise sa stratégie comme il veut, mais rendons-nous compte, c'est 5 à 8 heures tous les jours. Il n'y a pas de week-end en Chine, on se le redit. C'est 5 à 8 heures tous les jours de diffusion. C'est presque un programme télé. Ce programme télé, il a vocation à parler à une vitesse, honnêtement, c'est ahurissant, mais à une vitesse de produit, de vente, enfin, c'est un outil incroyable. Mais il peut aussi être utilisé pour de la diffusion de contenu beaucoup plus qualitatif. Et puis, il y a le troisième bloc, et là, on pourra en discuter après s'il y a des questions, qu'il faut utiliser, je dirais, avec parcimonie. C'est la notion des influenceurs. Donc, la notion des stars, la notion des KOL, la notion des KOC, ça c'est un premier bloc. Et puis, il y a la notion de nos collaborateurs qui vendent, puis il y a nos clients qui nous recommandent. Comment on navigue avec tout ça, puisque la parole est complètement libérée, elle est incontrôlée et incontrôlable. Et aujourd'hui, plus la marque ou une marque sera forte dans son territoire et dans sa capacité à diffuser et à partager, plus elle sera à même de choisir avec beaucoup de vigilance et d'intelligence les personnes qui, non légalement, non contractuellement, mais vont la représenter aux yeux du public. Très intéressant, ça nous amène au point sur l'humain. Nathalie, peut-être avant de passer à l'humain et conclure, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce… Oui, ça va faire le lien là. Dans la vidéo, il y a quelque chose d'intéressant qui a été montré, c'est que le magasin est toujours là.
Il n'est pas mort et c'est bien, c'est important de le dire. Il doit par contre se réinventer, ça c'est sûr. Et on a vu aussi beaucoup de choses autour de la personnalisation et beaucoup de choses autour de l'innovation. On a un principe chez Cegid, alors c'est pas toujours facile, mais c'est de faire de l'innovation utile. Parce que vous le disiez à juste titre, c'est OK, est-ce que c'est transposable? Donc on l'a bien vu dans la vidéo, c'était réel et pas du gadget. Donc nous, c'est important. On a des équipes qui sont à la fois aux États-Unis et en Asie, et même aussi dans les pays émergents autour de la partie d'Arabie Saoudite, Dubaï et tout le Middle East, pardon, cherchez le mot. Et ça permet, si vous voulez, d'avoir des notions d'innovation qui arrivent concrètement de plusieurs endroits du monde et qui nous permettent au final d'essayer de trouver ce qu'on va pouvoir mettre de façon pragmatique, utile dans nos applications pour que nos clients s'en servent. L'autre point que je voulais soulever, c'est qu'effectivement, le magasin donc, reste au cœur du dispositif. On se retrouve avec, on est parti du multicanal au cross-canal à l'omnicanal, et en fait, on voit aussi qu'il y avait le magasin, il y avait Internet, on opposait déjà depuis longtemps ça, et là, on se voit arriver avec des nouveaux canaux que sont le social selling, le live streaming, les places de marché. Et d'un point de vue technique, pour nous, ce sont des canaux comme les autres, et on essaye de faire en sorte de récupérer le maximum d'informations pour que nos clients retailers ils soient capables d'une part de voir quels sont les canaux qui marchent le mieux, puisque effectivement on essaye des choses, et bon, il y a beaucoup de choses autour de la marque et de l'environnement de la marque qui doit être préservé, donc là c'est d'autres choses qui sont éloignées de nous, mais en tout cas nous on récupère la donnée pour permettre aux retailers de voir quels sont les canaux qui marchent le mieux, et surtout de toujours, comme tout est imbriqué, d'avoir l'origine de la vente quand elle commence quelque part, qu'elle se termine ailleurs, pour pouvoir définir ce qu'est vraiment l'upsell, et donc c'est quoi le retour sur investissement des investissements que j'ai pu faire sur tel et tel canal. C'est l'attribution marketing en fait. Pardon ? On est dans l'attribution marketing. Oui, avec des notions très triviales, à qui va le chiffre d'affaires, qui est commissionné, mais bon, ça c'est un détail. Et après, on parlait du magasin qui reste clé pour aller sur la partie humain. Effectivement, donc le magasin, il reste clé. Par contre, il a complètement changé puisque c'est devenu par endroits des mini-centres de logistique, puisque quand les magasins en plus étaient fermés, nos clients retailers pouvaient faire en sorte d'approvisionner comme ça. On fait ce qu'on appelle du ship from, et donc du coup on utilise le stock disponible au plus près du consommateur. Donc le stock est clé, il était déjà clé, mais là il faut qu'il soit juste à un point incroyable. Et le vendeur lui-même dans cette ambiance a complètement, son métier change complètement. Et donc nous on apporte d'un point de vue technologique, justement au personnel en magasin, des outils mobiles qui permettent de faire de la vente, du social selling, de la communication avec son client, un mini-inventaire, parce qu'à un moment donné, il faudrait savoir si le stock est juste, et préparer un colis, puisqu'il devient un petit peu mini-logisticien pour aller faire du ship from et approvisionner son client. Et on a un phénomène complémentaire, c'est qu'il faut qu'on arrive à démultiplier ça. Donc, d'une part, il faut qu'on soit très agile. Les projets informatiques qui durent des lustres, c'est plus possible. Et il faut aussi que la technologie soit complètement transparente pour que chacun puisse utiliser son téléphone. C'est-à-dire que le personnel, il est là, il a un téléphone comme ci, comme ça. Il faut que ça marche. Donc, il y a des problèmes de sécurité, des choses comme ça. Mais il faut que ce soit beaucoup plus open pour qu'on puisse, il l'ait dans la poche et en fonction du moment dans la journée, il s'en sert de façon utile à l'instant T. Voilà. Le fameux mobile vendeur Bring Your Own Device qui commence à se généraliser. Alors ça, c'est une tendance effectivement intéressante. On va dire le vendeur augmenté, au sens augmenté par la technologie, hein, peut-être pas encore augmenté financièrement, mais ça devrait venir aussi. L'humain dans tout ça, donc Arnaud et Jonathan pour conclure un petit peu, et puis après on a quelques questions. Quelle organisation pour l'international au niveau des équipes, des métiers? Est-ce qu'on fait les choses différemment? Est-ce que l'offre, la data, le branding, tout ça, quelle ligne bouge au niveau de l'organisation? Arnaud, peut-être? Oula. En fait, l'organisation, elle va devoir s'adapter aux décisions qui vont être prises dans la façon dont on va mettre en place cet écosystème. Encore une fois, une organisation, elle est là pour servir un projet, pas l'inverse.
Donc, si l'organisation s'adapte à un écosystème qui a été clairement défini, on va voir effectivement des nouvelles compétences émerger et d'autres que je vais dire, on va pouvoir sous-traiter. D'ailleurs, repartons là-dessus. Quand on parle de devoir ne pas arriver malgré tout seul, que ce soit au niveau de l'exploitation ou que ce soit au niveau de l'accompagnement qu'il peut y avoir, ça veut dire qu'on va déléguer un certain nombre de compétences parce qu'elles ne sont pas aussi fortes en interne pour surfer sur les compétences du territoire d'accueil. Et la Chine regorge de compétences en ce sujet. Soit ce sont des compétences techniques, technologiques, mais aussi ce smart retail dont je suis plus proche. Je reviendrai sur la notion du point de contact. En fait, on a clairement défini, on a repartagé avec Nathalie Jonathan, le point de contact, le magasin, donc, qui devient un point de contact, n'est plus un objet pour la vente, même s'il doit continuer à la faire, mais il devient en fait un outil fantastique de diffusion, d'informations et de rencontres. Alors, de rencontres parce que en fait, la communauté peut venir s'y retrouver, de diffusion parce qu'on va pouvoir partager un certain nombre de sens du projet, des valeurs de toute marque qui va être présente en Chine, et puis la notion de transformation du métier de vendeur en métier d'animateur de communauté. Alors, je rejoins ce que disait Jonathan tout à l'heure, c'est facile à dire, ça demande quand même un certain talent et une certaine agilité, peut-être même que ce ne sont pas des profils qu'on n'a pas encore aujourd'hui, mais qu'il va falloir aller trouver. Et là, peuvent se créer des partenariats avec les écoles. Il y a deux exemples que je voudrais, pour ne pas monopoliser la parole trop longtemps, je sais qu'il est un peu tard. Là, pour le coup, je vais faire appel à ce que fait notre groupe. Il y a récemment un projet en France qui vient d'ouvrir avec Jacadi, qui est le Live Store. En fait, ce projet exprime le fait que Jacadi est déjà dans le coup d'après, dans la compréhension de ce que voulait dire un point de contact physique. Et je pèse le mot, le point de contact physique. Quelle est sa finalité? À l'occasion, je vous encourage quand même à aller visiter ou à voir ce que c'est. Mais ça veut bien dire que des marques qui sont des marques dites traditionnelles, mais qui ont envie de se réinventer, de rester dans la modernité, ont la capacité à le faire pourvu qu'elles puissent se nourrir de toutes ces opportunités qui s'offrent devant eux. Et puis, il y a une autre question, et on en parlait tout à l'heure, c'est la notion de quel est l'avenir d'une marque. L'avenir d'une marque, quand on sait que ces marques chinoises en le mid-market sont partout en Chine, bien évidemment, et en gros, on fait disparaître toutes les autres. Les marques de luxe qui sont partout en Chine, alors je ne sais pas si elles font disparaître les autres. Je n'ai pas cette prétention d'être prédictive en la matière. En tout cas, là où je peux vous assurer, c'est qu'elles vont aller partout dans le monde. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc, quand on est dans cette logique de marques qui vont aller vers l'extérieur, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir nous faire en tant que marque. Et je pense que je reviens sur une des variantes, le mot écosystème est extrêmement riche en lui-même. Quel est l'avenir d'une marque? C'est peut-être tout simplement de ne plus rester tout seul et de pouvoir forger des alliances, que ce soit à l'intérieur d'un groupe ou que ce soit avec des marques invitées, que ce soit des notions de produits ou des notions de services, pour effectivement créer des clusters d'intérêts communs. Alors, on peut parler du bien-être de l'enfant, on peut parler de son éducation, on peut parler de son bien manger, de bien grandir, tout ce qu'on le veut, mais qui fait que tout ça va s'auto-alimenter, s'auto-nourrir dans un sens commun partagé. Et c'est certainement l'une des façons dont nos marques européennes pourront résister à ces marques chinoises. Merci pour ce commentaire. Je vais laisser Jonathan conclure sur ce point de l'humain, peut-être en mentionnant qu'effectivement, dans l'actualité, on a une marque importante qui s'appelle Danone, qui avait un leader assez charismatique autour du sens. Et on peut saluer ce type de courage, en fait, qui consiste aussi à essayer de changer le monde en changeant un petit peu l'ADN des marques. Jonathan, pour conclure sur ce point, votre observation en fait, du retail du luxe côté Luxury Insight et également le projet humain pour Miniso en France. C'est quoi la dimension en fait, vendeur, les nouvelles compétences et la manière de recruter finalement ces nouveaux talents du retail? Alors, pour paraphraser beaucoup de personnes qui ont fait cette phrase qui est très juste, il y a de richesse que d'humaine. C'est-à-dire qu'au final, tous les projets dont on parle sont des projets humains. Et les beaux projets sont des projets humains, même quand ils sont technologiques. Donc, au final, la boutique aujourd'hui, en particulier dans le luxe, elle a quand même vocation à créer du lien et à vendre. Vous avez encore 80% des ventes dans le luxe qui sont quand même opérées en boutique. Et donc, c'est vrai que le rôle du vendeur va bien au-delà.
puisque on va devoir créer du lien, on va devoir comprendre les produits, on va devoir aussi comprendre les produits beaucoup mieux qu'avant, parce que votre consommateur, lui, a une tablette et s'est renseigné pendant 3 jours et connaît la taille et les types de grains du cuir et vient vous voir et il est déjà ultra expert d'un produit, vous en avez 2000 devant vous. Donc, en fait, tous ces challenges sont démultipliés et en fait, ils ne peuvent être répondus pas par la connaissance pure, parce que vous ne pourrez pas former votre vendeur à être toujours plus expert que la personne face à lui qui vient. C'est pareil chez tout le monde, hein. Si vous êtes à la FNAC et quelqu'un vient acheter une télévision, vous pouvez connaître parfaitement les télévisions, mais lui, ça fait 2 semaines qu'il réfléchit à son achat. Il a regardé ces 2 modèles, il connaît par cœur les moindres détails et il peut vous prendre en défaut. Donc, ce n'est pas par la connaissance pure, je pense que c'est par cette capacité humaine d'échange d'échange autour d'expériences, d'expertises différentes qui vont amener à un conseil. Et il y a un point là-dessus sur lequel je rejoindrai Arnaud et que j'aimerais prolonger parce que ça m'a amené à une idée en fait sur les idées extrêmement intéressantes que partageait Arnaud, qui est la nouvelle place du projet de la société dans tout ça. Société au sens de compagnie, mais bon, en fait, si on regarde cette révolution industrielle, parce qu'il ne faut pas avoir peur des mots, on vit une révolution industrielle très forte qui change tout. Et donc tout, ça veut dire nous, nos business, mais aussi le monde autour de nous. La révolution industrielle précédente, celle qui se termine, c'était une révolution qui était drivée par l'électricité, en fait, et par le pétrole. Et donc, elle a amené la production de masse. Qui dit production de masse dit consommation de masse. Qui dit consommation de masse dit besoin de communication de masse pour que tout le monde puisse entendre que Ford fait une voiture noire et que tout le monde a acheté une voiture noire, etc. Et donc, ça veut dire beaucoup communiquer autour de la marque, McDonald's, Coca-Cola, enfin des acteurs mondiaux, sur les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde, etc. Donc, en fait, la révolution industrielle a amené à un processus de production qui a amené à un processus de consommation qui a amené, à un moment donné, la marque à dire « je ne peux plus, moi, tout seul, communiquer. Je ne peux pas appeler CNN, puis appeler TF1, puis appeler la radio, puis appeler les réseaux. Donc, j'ai besoin d'une agence qui va prendre mes messages, les créer avec moi et les diffuser sur tout ce qui est possible parce que je suis brand-centric et que je veux diffuser mon message au monde entier. Et en fait, ce que j'entends chez Arnaud et que je trouve ça très intéressant, et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, la question n'est pas d'être brand-centric, de pousser à travers des milliers de canaux qui demandent donc des agences de communication, mais c'est de récupérer de milliers de canaux de l'information et de l'intelligence. Ces canaux, c'est vos clients, c'est votre écosystème, c'est vos partenaires, c'est votre data, c'est la data des autres, etc. Et donc, dans un monde qui est justement consumer-centric, tout l'enjeu des marques est de recréer un écosystème différent où ses partenaires, l'agence de communication dont je parlais tout à l'heure, c'est plutôt une agence data dont le métier n'est pas de pousser, mais de récupérer tout ça et d'être un partenaire. Et puis plus tard, la société le fera en interne pour venir co-créer et s'adapter en permanence par rapport à des milliers de signaux auxquels elle n'était pas forcément hypersensible précédemment. Et je pense que c'est cette réinvention de business model et donc d'organigramme qui est au cœur de l'entreprise. Et évidemment, elle va impacter le point de vente parce que le vendeur, lui aussi, va récupérer de l'information. Le vendeur, il va aussi faire remonter à son directeur de boutique, tu sais, en ce moment, les gens n'aiment pas ça ou ils aiment ça, qui va remonter, etc. Et donc, en fait, c'est un aller-retour permanent, mais pas uniquement au niveau du vendeur. Le management et le top management, lui aussi, doit être dans une optique beaucoup plus d'écoute et de se brancher sur toutes ces données pour se créer un espèce de mini GPS au quotidien, de dire si je veux aller là-bas, il y a une nouvelle route qui s'est ouverte, etc. Et je pense que c'est là où on comprend vraiment la complexité de cette transformation et toute sa beauté, hein, du reste. Et en quoi la Chine, et je ne sais pas s'ils sont en avance, mais en tout cas, ils ont pris une direction qu'ils ont déjà un peu plus avancée par rapport à nous, où les marques chinoises aujourd'hui, c'est vrai, je rejoins Arnaud, sont plus branchées à un certain nombre d'éléments. Et évidemment, il faut créer des équilibres. Je ne peux pas être plus d'accord sur ce qu'est la marque, ce qu'est le projet de la marque dans cet univers-là. Donc, créer cet écosystème, d'en récupérer de l'information, mais exister et venir récupérer quelque chose qui drive justement la désirabilité. Et je pense que ça n'est pas l'humain, justement, va être au centre de cette équation, mais pas uniquement, si je puis me permettre, en boutique, mais dans toute la chaîne et aussi dans le rapport entre le HQ et les filiales qui deviennent du coup pas simplement un lieu d'exécution d'un plan à 3 ans, mais un lieu qui fait remonter justement ce test and learn pour co-créer un plan. Donc voilà, l'humain sera encore plus au centre demain.
Donc, fini les plans co à 6 mois, on est dans l'improvisation au quotidien. Ah non, non, on n'est pas dans l'improvisation. On est dans un plan à 6 mois, mais qu'on travaille ensemble, qu'on revoit tous les 3 mois, où on fait remonter de l'information. Enfin, et un plan à 6 mois, c'est déjà très moderne, hein, parce que fini les plans à 5 ans. Oui, ça, je pense que les plans à 5 ans aujourd'hui, qui sont avalisés, budgétés, votés, et sur lesquels on ne reviendra plus, et on vient regarder l'écart d'année en année, ça c'est fini. Mais c'est déjà fini depuis quelques temps. C'était une boutade pour dire qu'effectivement, il faut une part d'agilité dans le marketing au quotidien et avoir justement ces signaux faibles qui transpirent dans la communication et être en réaction finalement par rapport à ce qu'on observe chez les clients. Alors, on a largement dépassé. Ouais, je pense malheureusement, il est. On va devoir conclure. Il y avait 3 questions, mais je vais vous laisser quand même conclure et on pourra peut-être prendre les questions très rapidement après. Sur vos 3 conseils clés aux retailers qui veulent relancer leur activité à l'international. Nathalie. Alors, ça va être un peu facile. Je vous conseillerais de choisir un bon partenaire informatique. Bon, c'est facile, mais comme on l'a vu par nos 2 panélistes brillants, vous avez tellement de défis par ailleurs à relever dans ces différents pays qu'il vaut mieux que l'informatique ce soit plutôt smooth. Voilà, et donc on sera là pour vous accompagner pour que vous puissiez faire le reste et effectivement se mettre au service de la marque pour les bassesses tâches technologiques. Super. Jonathan? Moi, pour rebondir là-dessus, je dirais qu'il faut effectivement être human-centric. On dit souvent client-centric, mais client-centric, c'est un des points, c'est le client. Il faut être human-centric sur ses propres humains, en fait, ses équipes, etc. Nous aussi, on est partenaire de marque depuis longtemps et je vous rejoins. Je pense qu'il faut que la marque se concentre sur son ADN et ce qu'elle sait faire et s'entourer des personnes autour d'elle qui lui permettent à donner vie à ce projet. Et c'est vrai pour Miniso. Aujourd'hui, très franchement, on voit bien que la réussite de ce projet passera aussi énormément, peut-être même avant tout, par le fait de faire vivre ce projet à travers les personnes qui travaillent chez Miniso et qui elles-mêmes font passer ce message. Donc, pour moi, il y a effectivement créé un nouveau système, un nouvel écosystème, pardon. Savoir leverager l'informatique, je vous rejoins Nathalie, et avoir des partenaires solides, pas que sur le côté technique, mais aussi sur le fait d'onboarder, d'accompagner, parce qu'il y a beaucoup d'histoires humaines dans cette histoire-là. Et ensuite, être capable d'avoir une vision qui n'est pas que sur la réaction. Le digital permet de réagir et c'est très bien, mais il faut avoir une vision qui est une vision forte, qui va venir bouger, évoluer, mais ne pas être constamment victime d'un espèce de court-termisme qui est de dire tiens, maintenant je vais à gauche, je vais à droite, etc. Parce que ça ne marche pas. Super. Arnaud, peut-être pour le mot de la fin. Oui, alors est-ce que tu m'autorises 3 mots pour terminer? Bon, super. Le premier, ça va être un mot d'opportunité. Je n'ai pas lu en fait quelles étaient les personnes qui assistaient. Juste se dire, la Chine, l'international, je ne sais pas. La Chine, je peux en parler. Le Japon, je peux en parler. Je vais rester sur la Chine, parce que c'est un des sujets d'aujourd'hui. Il ne faut pas en avoir peur, mais il faut en être conscient de ce que ça va nécessiter comme effort, comme temps, comme un investissement. Et venir en Chine paraît une évidence, mais on ne vient plus en Chine par opportunisme. On va cramer du cash. On doit venir en Chine par projet. Et le deuxième mot, donc ça veut dire qu'avec tout ce qui s'est passé avec la Covid, il y a plein de nouveaux marchés qui ont émergé, il y a plein de nouveaux consommateurs. On n'a pas parlé aujourd'hui des 5 grandes catégories de consommateurs qu'on trouve en Chine. Enfin, il y a quand même une nouvelle génération, je ne parle pas de la génération Z, hein, il y a une nouvelle génération qui est en place, c'est 450 millions d'individus. Croyez-moi, ils n'ont pas du tout envie de consommer comme ils ont consommé leurs parents ou leurs grands-parents. On n'est pas du tout dans ces sujets-là. Donc, il y a la notion il y a une opportunité, il faut venir en ayant compris ce que ça allait nécessiter. La deuxième, je vais parler de cette petite phrase que j'ai vue sur un article web, qui est en fait « Réfléchis à ton prochain pas le matin, mets-le en œuvre l'après-midi ». La rapidité d'exécution, ça va être ça. Allons vite, faisons des tests, apprenons très très vite de tests au prisme de tout ce qui nous est possible pour l'analyser, d'abord la collecter, puis ensuite l'analyser, et avançons. Donc la vitesse d'exécution va être un élément clé. Et le troisième point qui va paraître peut-être étrange, c'est la notion, et on a parlé tout à l'heure, de collaboration. N'ayons pas peur de cette offre de services, de compétences que la Chine propose, parce que venir seul, c'est voué à l'échec. Venir en ayant conscience des forces et des faiblesses par rapport au territoire d'accueil pour s'entourer, Jonathan le disait, mais très justement, et je suis d'accord avec Nathalie, l'IT est clé, c'est un socle.
Mais une fois qu'on a mis ça en place, se poser la question de qu'est-ce que je vais sécuriser sur lequel je ne veux pas lâcher prise, qui est du domaine du contrôle absolu, sinon je me perds. Qu'est-ce qui est de l'ordre de je vais nouer des partenariats à quelque niveau que ce soit pour m'aider à réussir dans la complexité. Et en fait, culturellement, je ne vais pas revenir sur la théorie des 3 cercles, culturellement, la Chine est pensée autour du mode collaboratif. Voilà peut-être les 3 mots que j'avais envie de partager. C'est un très bon moyen de conclusion. Je vais vous remercier infiniment tous les 3. Vous avez été le panel idéal sur ce sujet. Sauf en termes de respect du temps. En termes de respect du temps, mais on est bien français et on reste français, effectivement, en l'occurrence. On espère très rapidement pouvoir se retrouver en Chine, puisqu'on organisait avec Diamart souvent des learning expéditions pour rendre visite justement sur le terrain et voir comment ça se passait sur place. On se donne rendez-vous très bientôt à tous pour d'autres webinars. Et puis, Nathalie, on va bientôt partager ce fameux livre blanc qui raconte d'autres expériences, qui partage d'autres expériences très intéressantes d'autres enseignes luxe et internationales. Merci à tous et à très bientôt pour d'autres webinars.